Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Bon, on est tous saoulés là, avec Macron, Bayrou, les journalistes, les médias, les commentaires. On n'en peut plus, on est d'accord. On va parler de ça aujourd'hui. Il paraît que les Français sont frappés de fatigue informationnelle. Et on va essayer de se demander pourquoi. Ah bon, on se demande bien pourquoi. Là, par exemple, le cirque autour de la nomination par Macron d'un nouveau Premier ministre, toujours pas de gauche, ça vous a captivé, vous? Ça devait être une surprise, apparemment. Le suspense était dingue. Et on a eu un François Bayrou pour Noël. Tu parles d'une surprise? Bon, nous, ça nous a fait ni chaud ni froid. Tiède, maman. Et pourtant, nous, on est des passionnés de politique, des boulimiques de l'info, des doomscrollers pathologiques. Mais là, bon, waouh, un Premier ministre de droite soutenu par l'extrême droite, mais qui... On commence à être habitués. Cette année, ça fait 3 fois que les médias ont l'occasion de commenter la nomination d'un nouveau Premier ministre. Et puis ensuite, il y a bien sûr le commentaire sur toute l'équipe au complet. Alors on ouvre des boosters d'autocar. Waouh, super, waouh, Sarah El Haïry, ça faisait longtemps. Agnès Pannier-Runacher, j'ai déjà en trip, c'est chiant. Oh, Kasbarian en foil, mais ça nique sa mère, quoi. Nique sa mère. Nous, on est fatigués. Mais les journalistes politiques, eux, quand il s'agit de commenter du rien, ils sont infatigables. Le suspense pour Matignon devrait prendre fin ce soir. Enfin, normalement. En attendant, ce sont toujours les mêmes noms qui continuent de circuler. François Bayrou, Pierre Moscovici, Sébastien Lecornu, Bernard Cazeneuve. Ou peut-être une surprise du chef. La seule vraie surprise, ça aurait été qu'il appelle la gauche à gouverner. Mais ça, personne n'y croyait vraiment. Non, donc on se retrouve à commenter les mêmes noms. Ah, Lecornu, bah il est plus à droite, celui-là. Ah, il y a Elbron-Pivet, oui mais non parce qu'il garde le perchoir. Karim Bouamran, pourquoi pas. Oh, et puis François Bayrou, ah bah oui c'est vrai, c'est un peu comme un macroniste, mais il a plus de caractère. Et puis c'est vrai qu'il est béarnais. Après le montagnard, tiens, le béarnais. Et ça pendant des heures et sur tous les plateaux, avec des journalistes politiques tout fébriles qui faisaient des pronostics même. Écoutons par exemple RTL, la veille de la nomination de Bayrou. Bon, c'était comme ça sur toutes les chaînes, mais écoutons RTL. Soyons simples, y a-t-il au moment où nous parlons un nom qui se dégage pour occuper Matignon? On fait un tour de table. D'ailleurs, je crois que François Bayrou lui-même a cru au moment Bayrou, si on croit les coups de fil qu'il a pu passer. Et là, j'ai l'impression qu'on se recentre plutôt vers une solution un peu plus classique de type macroniste, avec un Lecornu ou peut-être une Catherine Vautrin. Allez, ça y va, on s'en fout. Jean Castex, tiens, Clément Beaune, pourquoi pas. Et Marlène Schiappa pendant qu'on y est. Ah oui, ça fait longtemps elle. Mais moi, je vais vous lancer un nom, tiens. Je dis Boris Vallaud. Et moi, je relance d'un Nicolas Maillard-Rossignol. Mais oui. Et Laurent Berger. Il y a pensé Macron à Laurent Berger? Bon, il paraît que l'intéressé n'était pas si intéressé finalement. Ah! Oh merde, comme la dernière fois. Hein. Ah, c'est On dommage. tourne en rond un peu. Hein. J'avais pris un petit pari tout à l'heure. Voilà. Heureusement, je respire, je ne me suis pas trompé. Je tente un dernier nom avec vous, Bernard Cazeneuve. Ouais, allez, on fait des paris. On voit que c'est excitant pour eux. Ils pourraient y passer la journée, hein, à commenter les caractères des uns, les goûts des autres, les petites fâcheries. Et tu savais que François Bayrou, il adorait Henri IV? Mais oui, mais j'en ai rien à branler. C'est fou. Et Antonin André, on scrute bien sûr toujours de près ce qu'il se passe à l'Elysée. Ça fait 1 heure maintenant que François Bayrou est dans le bureau d'Emmanuel Macron, donc à l'Elysée. Thomas Després du service politique d'RTL nous a rejoint. Je ne sais pas s'il en est sorti encore. On ne sait pas. A priori, il n'en est pas sorti. Si, on le saurait. A priori, il n'en est pas sorti, non. Pour ça, il faut se fier à l'agence France-Presse qui a un petit bureau dans la cour de l'Elysée et donc qui peut voir les allées et venues. Pour le moment, on n'est toujours pas au courant. Sauf s'il sort par la grille du coq. J'espère qu'on sera prévenu s'il sort par la grille du coq. Ça a l'air important comme info. Mais je veux la voir, la grille. Moi, c'est quoi cette grille? Montrez-moi la grille au moins. Envoyez quelqu'un sur place. Donc dis-toi, il y a un mec de l'AFP, son travail c'est de regarder par la fenêtre qui rentre et qui sort. Ça se trouve, il voulait être journaliste le mec. Puis en plus, il fait froid. Bref, vous avez compris, à ce moment-là, on ne parlait plus de rien d'autre, ni de la mobilisation pour la défense des emplois industriels, ni de celle des agriculteurs, ni de celle des chercheurs ou des lycéens. Alors que tout ça là, c'était en même temps. Mais non, tout s'est arrêté. Tout le champ médiatique était suspendu à la décision de Macron. Qu'est-ce qui coince? Pourquoi? Quels sont les derniers noms qui tiennent la corde pour Matignon? Le Premier ministre sera-t-il de gauche, de droite, centriste? Oui, forcément, nous on a écouté les informés, on voulait les entendre galérer. Et ils ont bien galéré. Ouais. Quels défis l'attendent à Matignon? Pistes non retoquées, levée de bouclier, conciliabule, enjeu. Que s'est-il passé ces dernières heures en coulisses? On vous raconte tout avec nos informés ce soir. Toujours les mêmes journalistes pour commenter toujours les mêmes noms. Mais il n'y a pas que les journalistes qui tournent en rond. Il y a aussi les experts. Oh là. Sur France Culture aussi, il faut commenter tout ça. Mais on est sur France Culture, donc dans la matinale, il faut inviter des pointures. Et voyez à qui on a eu le droit ces derniers jours. Jérôme Fourquet pour commenter la censure, Alain Duhamel pour commenter l'attente, et enfin pour commenter la décision finale, Alain Minc. On est fatigué de tes vieux invités nuls, Guillaume Erner. Ça va être quoi les prochains? Michel Cotta, Patrice Duhamel? Bah oui, c'est un autre Duhamel, il y en a plusieurs. Et si nous on est fatigués,
Imaginez un peu l'état des gens qui sont moins passionnés que nous par toutes ces gesticulations politiciennes. Il y en a qui sont tellement saoulés qu'ils ont carrément décidé d'arrêter de s'informer. Plus le temps passe et plus les Français se détournent de l'information. Une enquête sur le sujet est sortie là en décembre, réalisée par l'Obsoco, la Fondation Jean Jaurès pour Arte. Et cette enquête, elle parle même d'une exode informationnelle. Les gens se barrent. Camille Diao présentait cette enquête sur le plateau de l'émission C'est ce soir, le 12 décembre. En fait, les Français, ils sont tellement lassés à la fois d'une surinformation, de cette crise politique, de la manière dont elle est traitée dans les médias, qu'ils ont tendance à complètement déserter finalement les médias et à se couper volontairement. Ça concerne presque un quart des Français de l'information. Et ça va de pair, évidemment, on le voit dans cette étude, avec une grande défiance politique. Plus de 2/3 pensent que ceux qui les gouvernent, qu'ils soient de droite ou de gauche, ne comprennent absolument rien à leurs problèmes. Cette enquête, elle est très intéressante parce qu'elle essaie de comprendre pourquoi les Français sont fatigués. Et apparemment, le problème, c'est pas qu'ils sont soumis à trop d'infos, mais c'est que ces infos sont toujours les mêmes et qu'elles sont maltraitées. Et c'est vrai que quand on y fait attention, on voit bien que les journalistes sont vraiment obsédés par quelques sujets qui prennent une place folle. Les bagarres entre les partis, les uns, les autres, les petites histoires. Et puis évidemment, l'éternel jeu de la devinette de qui sera le nouveau Premier ministre de Macron. Et puis même ce faux suspense, il y avait peut-être moyen de le traiter mieux. Plutôt que de commencer à faire des paris sur les noms, il aurait peut-être fallu interroger le fond de cette crise politique. Quelles politiques vont être menées? Quelles sont les urgences des Français? Est-ce que nommer un nouveau macroniste alors que la gauche est arrivée en tête des législatives, ce serait pas un peu un coup de force? Est-ce que la France a basculé dans l'autoritarisme? Quand est-ce que Macron va lâcher le pouvoir, bordel de merde? Puis on fait quoi pour les logements, pour l'hôpital, pour les écoles? Eh oui. Le fossé entre le petit monde politico-médiatique et la vie des Français est en train de se creuser. Et ça produit du désengagement. Et dans un premier temps, ce désengagement, il est informationnel. Finalement, là, ça fait une trentaine de minutes qu'on est sur ce plateau. Nous, on a suivi de très près ce feuilleton, les rebondissements de cette crise politique. Il y a quand même beaucoup de Français qui s'en désintéressent complètement et qui lâchent complètement prise avec ce feuilleton-là, qui nous voient finalement comme une espèce de cirque très éloigné de leurs préoccupations. Il y a des journalistes qui sont un peu conscients de ça fait plaisir. Mais enfin, de toute façon, c'est un vieux problème. Et les groupes sociaux les plus mobilisés, les plus intéressés par la chose publique ont toujours déploré que les gens s'intéressaient pas assez à la politique. C'est une vieille question. Est-il vrai, comme certains l'affirment en tout cas, que cette génération ne s'intéresse pas à la politique locale ou même à la politique nationale? Et c'est dû à quoi ça? Est-ce que c'est seulement de la faute des médias? Est-ce que les politiques n'auraient pas une responsabilité là-dedans aussi? Je constate aussi chez beaucoup de jeunes, il y a aussi un rejet, une espèce de distance sanitaire qui est gardée avec la politique. Pour des bonnes raisons, pour des raisons d'éthique en fait. La politique, elle est malheureusement aussi marquée par des comportements délictueux, intolérables, immoraux. On pense à Patrick Balkany, on pense à Nicolas Sarkozy, on pense à l'affaire des estampes parlementaires du Rassemblement national, on pense à des affaires. Et la politique, c'est aussi des affaires. Et du coup, je trouve que beaucoup de jeunes se tiennent à distance de la politique parce qu'ils ne veulent pas participer à ce monde-là. Et moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que c'est une exigence d'éthique, c'est d'abord une exigence d'éthique. Mais revenons au résultat de l'enquête de la Fondation Jean Jaurès. Ils s'informent comment, nos petits Français? Sans surprise, on voit que les principales sources d'information au quotidien sont toujours la télévision et Internet. Vient ensuite la radio et loin derrière la presse écrite. Par contre, on voit aussi que les enquêtés multiplient moins qu'avant les canaux d'information. Ils suivent moins de trucs, ils ont leurs canaux privilégiés et ils explorent moins ce qui se fait ailleurs. Un Français sur deux pense qu'on ne peut pas faire confiance aux médias. Bon, il y a quoi là-dedans? Il y a des gens qui vont développer un esprit critique, qui vont regarder les grands médias avec un œil acéré, comme on le fait ici. Et puis il y a ceux qui vont juste s'enfermer dans un écosystème informationnel séparé, qui vont virer complètement conspi-zinzin. Voilà, donc il y a ceux qui vont s'abonner à Blast et il y a ceux qui vont suivre la page Facebook de Florian Philippot. Et puis les Français se désengagent aussi d'autres façons. Par exemple, ils discutent moins de l'actualité avec leurs proches, partagent ou commentent aussi moins les infos sur Internet. On a souvent le sentiment que tout va trop vite, que tout est très complexe, on est un peu largué, et puis même des fois on veut juste éviter de s'engueuler avec des proches, et puis on peut vouloir tout simplement préserver sa santé mentale. Il y a plein de raisons d'arrêter de s'informer. Évidemment, les classes les plus aisées sont celles qui s'informent le plus. Ce sont celles aussi qui ont le plus confiance dans les médias. Au contraire, ceux qui sont plus méfiants sont ceux qui ressentent une forme d'impuissance face à la société ou à la politique. Le problème, c'est que ça, c'est le gros des troupes. 80% des Français disent se sentir impuissants face aux évolutions du monde.
Ce qui est vraiment extrêmement frustrant, c'est que ça n'est pas que les Français se désintéressent de politique. Moi, j'ai plutôt, quand on regarde, plutôt l'impression que c'est la politique qui se désintéresse un petit peu les Français, un peu comme l'information. Et ça produit quelque chose qui est assez délétère, c'est-à-dire que ça produit ce rapport à l'information et au débat public qui est un peu empêché, ça produit de la vulnérabilité. De la vulnérabilité, parce que oui, en fait, être informé, c'est une ressource, c'est un capital aussi, voilà. Pour ça, les bourgeois, eux, ils n'ont pas arrêté de s'informer, eux, ils continuent de suivre la marche du monde, évidemment. Mais du côté des classes populaires, non seulement on prend pas en compte les sujets qui les concernent, mais en plus, quand ils essayent de donner leur avis, par exemple en allant s'exprimer, notamment dans des mobilisations sociales, etc., leur avis ne compte pas, on les écoute pas. Donc forcément, eux, ils abandonnent. Comment vous voulez qu'ils se sentent concernés? Comment vous voulez qu'ils aient confiance dans tout ce bordel, médias et politiques compris? Puis il y a autre chose aussi, c'est ce dont parlait Jean Massier, les affaires qui s'accumulent. Les gens, ils voient bien l'impunité, ils voient bien Sarkozy qui est encore sur les photos, là, invité partout. Pas normal, ça non plus. Et du coup, forcément, il y a un sentiment d'impuissance. Le 6 décembre, un article d'Antione Rouget est sorti sur Mediapart. Il s'appelait « Corruption, une affaire par jour, mais tout le monde s'en fout ». Et c'est vrai, tout le monde s'en fout. Alors, pas seulement les affaires une par une, mais le fait qu'il y en ait autant, là, il y a un système, en fait, ça s'appelle de la corruption. Pourquoi il y a autant de corruption? Ça pourrait devenir un sujet. Comment on lutte contre, etc. Il y a des pays dans lesquels ça l'est devenu. Mais alors chez nous, c'est pas un sujet. Jamais. Et c'est désespérant en fait, parce que soit on n'est pas informé, soit on est lassé de ces révélations, et puis surtout, on sait qu'il se passe rien derrière. Les accusés continuent leur vie, ou alors ils se font discrets un moment, puis ils reviendront, c'est pas grave. Mais Antione Rouget, dans son article, il revient sur le traitement médiatique de toutes ces affaires. Il prend l'exemple de France Inter. Dans la matinale du 3 décembre, différents invités s'exprimaient sur un sondage d'Ipsos qui parlait entre autres du fait que les Français n'ont pas confiance en leur politique, qu'ils considèrent corrompue. Si les sondeurs et commentateurs croient en leurs études, ils devraient en respecter le sens. Regarder la corruption, l'analyser, réfléchir à ses causes et à ses conséquences. Or, sur France Inter, lorsque ces chiffres sont révélés, le directeur général d'Ipsos, Brice Teinturier, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Filchenstein, et la directrice de recherche au Cevipof, Anne Nuxel, parlent de tout, sauf de corruption, ne pouvant ainsi qu'accentuer cette fameuse fracture. L'image des responsables politiques qui avaient eu plutôt tendance à s'améliorer ou à aller moins mal au cours des dernières années, là aussi plonge, que ce soit le sentiment d'être bien ou mal représenté, ou l'idée que la plupart des hommes et des femmes politiques seraient corrompus. Voilà, les Français croient que les politiques sont corrompus, mais c'est traité comme un affect populo. Voilà, les Français sont dans le tous pourri, passons à autre chose. Et puis, les Français disent avoir du mal à comprendre les enjeux de certaines informations. Sur l'international, par exemple, dans les JT, on enchaîne les abréviations, les noms propres, les acronymes, avec en général très peu de contextualisation. C'est des sujets un peu techniques, et le problème c'est que là-dessus, les journalistes parlent en langage codé, des trucs qu'eux, ils comprennent sans doute, hein. Ils sont là, format Normandie, un G20, accord bilatéral, machin. Si t'as fait Sciences Po, c'est génial, mais sinon, bon courage. Et ça, c'est pas que sur Arte ou sur France Culture, ça se retrouve aussi dans les JT, et ça peut vite rendre le tout incompréhensible. Surtout qu'il faut aller vite. Même si la situation est compliquée, on va pas y passer des plombes. Les journalistes partent du principe que les sujets internationaux ne passionnent pas les gens, donc ils peuvent zapper, faut faire gaffe, autant aller vite. Même si personne n'y comprend rien, c'est pas grave. Et en plus de penser à l'audimat, ils veulent absolument garder les gens devant l'écran, ils se disent surtout que les gens sont cons, faut bien le dire. C'est notre consoeur Paloma Moritz qui en parlait sur le plateau de Street Press avec d'autres journalistes de la presse indépendante. Paloma avait travaillé avec France 2 sur une émission écolo sur les arbres, avec Hugo Clément et présentée par Léa Salamé. Elle a donc vu de l'intérieur comment la télé fabriquait ce genre d'émission, et voici ce qu'elle en retient. Qu'à chaque fois qu'on essayait justement de parler un peu de sujets de fond, qu'on essayait de remettre en question les croissances économiques et de dire en fait que la croissance était incompatible avec les limites planétaires parce que c'est une émission sur les arbres, en fait c'était très très compliqué. Et le but c'était de se dire en fait il faut qu'on ait des humoristes, il faut qu'il se passe tout le temps quelque chose à l'écran. Ça c'est vraiment aussi un truc de la télé, c'est que vraiment toutes les 2 secondes il faut qu'il se passe quelque chose. Il y avait Paul de Saint-Cernin, c'est ça? Non, même pas. Non, parce que je l'aime pas. Oui, on sait Usul, c'est bon, c'est pas le sujet. Il m'énerve, je sais pas pourquoi. Oui, bon. Notre but premier, c'est de faire de l'audience parce qu'on est en fait un business en quelque sorte. Et donc, on va tout faire pour jusqu'à en fait fantasmer aussi une opinion publique. Enfin, Pierre Bourdieu disait l'opinion publique n'existe pas, mais c'est assez fascinant de voir en fait le nombre de journalistes qui pensent savoir ce que les gens veulent. Et ça n'a aucun sens. Et je pense qu'on devrait toutes et tous beaucoup, et surtout les journalistes qui réfléchissent comme ça, beaucoup plus travailler sur la sociologie en fait, de comprendre exactement quel est l'état de l'opinion publique aujourd'hui et arrêter de dire c'est ce que les gens veulent, c'est ce que les gens veulent, parce que en fait c'est pour la plupart du temps faux, et on sait que la plupart des journalistes aussi du fait de leur sociologie sont très déconnectés en fait de toute façon des Français quoi. Oui, parce qu'il faut bien se rendre compte d'une chose, les gens ils sont pas si cons, ils sont curieux, ils sont capables de rester concentrés. Et si on les écoutait, on verrait qu'en fait ils demandent des sujets complexes, ils ont le temps aussi d'approfondir certains trucs, et ils sont même chauds pour qu'on leur parle de politique, mais différemment.
Et dans la politisation des citoyens, les médias ont un rôle central, plus qu'avant même. Avant, à gauche, il y avait les partis qui jouaient ce rôle-là. D'ailleurs, le politiste Rémi Lefebvre explique ça très bien. Dans la tradition marxiste, le parti, c'est celui qui donne la conscience de classe et la conscience de ses intérêts au groupe qu'il représente. C'est une espèce d'avant-garde éclairée. Et d'où l'importance d'être connecté à ses intérêts par le militantisme et de politiser les milieux populaires. La fonction des partis politiques à gauche, et ce n'est pas le cas à droite, c'est d'intégrer les milieux populaires, de les politiser, de les conscientiser, de créer une sociabilité. Sauf qu'avec la décomposition des grands partis de gauche, l'éclatement des collectifs de travail, le recul des syndicats, aujourd'hui les citoyens ils se politisent autrement, ils se politisent chez eux. Ils se politisent devant la télé. Et en plus, les politiques eux-mêmes sont obsédés par les médias, sont obsédés par leur image, par les derniers sondages, et c'est devenu central aussi pour eux. C'est en fait l'idée que finalement, c'est les médias, de plus en plus, qui produisent les candidats, d'ailleurs, et qui produisent les idées. Les médias, c'est l'espace public, structure la vie politique bien plus aujourd'hui que les partis politiques. Et c'est comme ça que progresse l'extrême droite d'ailleurs, parce que si dans la télé ça parle que d'insécurité et d'immigration, vous avez vu même à Mayotte, là il y a une catastrophe humanitaire, ils nous parlent quand même d'immigration. Et ça produit des citoyens qui se replient sur eux-mêmes, des citoyens qui ont peur de tout, qui croient plus en la politique, qui sont dépolitisés. Nous devons libérer les Français de la politique. Nous devons libérer la France de la politique. Nous devons dépolitiser ce pays. Pour l'extrême droite, bien sûr qu'il faut que les gens soient le plus dépolitisés possible, qu'ils ne manifestent pas, qu'ils ne fassent pas grève, qu'ils arrêtent de se défendre en fait. Un peuple, c'est fait pour être gouverné, pas pour s'occuper de politique. Libérer les Français de la politique, c'est une mission qui nous ressemble. Je dirais même, c'est la mission qui nous ressemble le plus. C'est vraiment caricatural. Éteignez votre cerveau, ayez peur des Arabes. Et maintenant, un tonnerre d'applaudissements pour Mila, qui va nous chanter Maréchal nous voilà. Waouh! Mais même en dehors de l'extrême droite, il y a beaucoup de gens en fait qui voudraient qu'on ne soit plus gouverné par les politiques. Voilà, qu'on trouve d'autres gens, des gens de la société civile. C'est un sondage Elab qui interrogeait les Français sur d'où est-ce que vous voudriez que le nouveau Premier ministre soit issu. Et bien, ce qui arrivait en tête, c'était quoi? 41% de Français qui disaient qu'ils voulaient que ce soit quelqu'un qui ne vienne d'aucun parti politique, qui vienne de la société civile, de l'entreprise. Et ensuite, vous aviez un peu plus de 20% la gauche. Et puis voilà, les gens, ils en ont marre de Macron, tout simplement. Ils l'ont dit dans la rue, ils l'ont dit dans les urnes. Mais t'allumes la télé, il est encore là. Hein? Notre-Dame, il était là tout le temps pendant ce truc de Notre-Dame, t'avais l'impression qu'il avait reconstruit tout seul. Je vous jure, si vous regardiez les JT, vous n'avez pas pu échapper aux semaines de matraquage avec du Notre-Dame à 13h, Notre-Dame le soir, les artisans de Notre-Dame, les grosses pierres, les grosses poutres, Viollet-le-Duc, la flèche, les touristes, et puis bien sûr Macron et sa cérémonie, parce qu'il faut pas oublier que c'était son moment à lui quand même, hein. Une odeur âcre. La croix et la piéta qui apparaissaient dans un éclat singulier. Et la Vierge au pilier. Intacte, immaculée, à quelques centimètres à peine de la flèche tombée. Notre-Dame de Paris était sauvée. Vraiment, il y a des moments comme ça où on se demande si on n'est pas en Corée du Nord. Parce qu'on est capable d'atteindre des niveaux de propagande officielle. Mais c'est pas que c'est inintéressant, la reconstruction de Notre-Dame. C'est juste que ça a pris toute la place pendant des jours. Il y a des écoles qui tombent en ruine, on crève dans les couloirs des hôpitaux, mais regardez, Notre-Dame, quelle réussite, bravo Macron. Oh, la blondeur de la pierre. Les chaînes de télévision ont suivi l'événement minute par minute, du matin jusqu'au soir. Mais ils ont surtout suivi Macron, qui était intarissable. Même quand il faisait pas de discours, il y avait un micro qui traînait pour qu'on s'extasie avec lui de la réussite flamboyante de son chantier. Et je me souviens comme c'était hier de la Pietà qui seule émergeait avec le plomb qui tombait encore. Et la croix. C'est vrai que la croix de Monseigneur Lustiger était... Ben oui, c'est croix de la propagande. On se fait gaslight à chaque fois. Alors cet été, c'était les JO. Ensuite, c'est Notre-Dame. Alors à chaque fois, pour Léa Salamé, c'est une parenthèse enchantée. Sauf que nous, on n'est pas invités dans la parenthèse. On peut pas y aller. Nous, ce qu'on voit, c'est un pays en pleine crise politique et sociale. En 2023, le journal La Croix a publié son baromètre de confiance dans les médias. On y apprenait que les Français trouvent qu'en 2023, on a par exemple trop parlé de la mort d'Elisabeth II. C'est vrai qu'on a été en boucle là-dessus, c'était hallucinant. Les sujets qui ont pris trop de place sont aussi la pénurie de carburant ou encore la Coupe du Monde de football. A l'inverse, les interrogés déclaraient qu'ils auraient aimé qu'on parle un peu plus des abus sexuels au sein de l'Église catholique, du débat sur la fin de vie, ou encore du mouvement de protestation en Iran. C'est bien la preuve que les Français sont exigeants. Ils veulent qu'on parle plus d'international, ils sont prêts à aborder des sujets complexes
complexe, et puis ils veulent qu'on leur parle de politique, mais autrement. Ouais, Bayrou là, la nomination de Bayrou, ils s'en foutent. Je vous jure, ils s'en foutent. Moi aussi, je m'en fous. Voilà, j'en ai marre. J'en ai marre. Macron, il veut nous avoir à l'usure. Eh ben, je te le dis, Macron, il te reste 28 mois. Franchement, t'es pas loin d'avoir gagné avec moi. J'en peux plus, j'en peux plus. On se retrouve après les fêtes. En attendant, nous, on vous souhaite une bonne fin d'année, de bonnes fêtes hivernales. Eh, moi, je dis même joyeux Noël, tu vois, j'en ai rien à foutre. Rien à foutre de la bien-pensance. Waouh. Ouais. Offrez Blast à des proches et tout pour Noël. Ah. Vous voyez qu'on ose le dire encore.